Philippe Bardon, bonjour. Bonjour Charles. C'est un Conseil européen donc capital qui s'ouvre aujourd'hui à Bruxelles et pour changer, où la France va avoir beaucoup de mal à finalement défendre ses positions. Au lendemain des européennes, aucun Français ne dirigera par exemple un groupe au Parlement européen, même votre propre groupe, ce ne sera pas un Français qui le dirigera. C'est Emmanuel Macron qui va avoir du mal à défendre ses positions puisqu'il sort considérablement affaibli de ces élections européennes. C'est vrai au Parlement européen, mais c'est aussi vrai, vous l'avez dit, au Conseil. Et puis, il y a cet échec flagrant de Madame Loiseau qui manifestement a payé peut-être une fois de plus son arrogance, voire son mépris, et qui, malgré le fait qu'elle représente au sein de ce groupe des libéraux, la principale délégation ne dirigera pas le groupe. Pour notre part, nous avons un groupe qui est aujourd'hui le 4e groupe du Parlement européen. En tout cas, dans quelques semaines après le Brexit, ce sera le 4e groupe. Bon, vous avez le calendrier du Brexit, vous êtes mieux renseigné que nous. Écoutez, ce sera le 4e groupe. C'est un groupe en tout cas qui a doublé ses effectifs et dans lequel nous avons, vous l'avez dit, la première vice-présidence avec Nicolas Bay, puisque la délégation la plus importante est celle des Italiens. Sauf que l'ancien groupe était coprésidé par Nicolas Bay. Aujourd'hui, la présidence est italienne. Vous avez dirigé la campagne. C'est une coprésidence et une vice-présidence. Bon, on peut toujours jouer sur les mots, mais il est vrai que la délégation italienne est la principale dans notre groupe, grâce au succès remporté en Italie par nos alliés de la Ligue du Nord et de Matteo Salvini. Pardon, vous avez dirigé la campagne des Européennes du Rassemblement National pour l'avoir couverte. Je me souviens, dans les éléments de campagne, pendant des mois, vous nous avez dit, si nous arrivons en tête, si les électeurs nous placent en tête, nous allons constituer au Parlement européen une force capable de bloquer les politiques de la Commission. À l'arrivée, vous vous retrouvez avec un groupe 73 eurodéputés, 9 nationalités, qui est le 5e encore au Parlement européen. On est très très loin du super groupe annoncé. Ça sera le 4e groupe, en effet, après le Brexit, puisque vous savez qu'on va récupérer un certain nombre de députés. Et puis surtout, c'est un groupe, excusez-moi, mais qui a plus que doubler ses effectifs. C'est la plus forte progression dans tous les groupes du Parlement européen, vous me le concéderez. Et c'est un groupe qui aujourd'hui est beaucoup plus important et qui pèsera bien davantage dans les décisions du Parlement européen. La question, c'est pas juste, comme vous l'avez dit, de bloquer, c'est aussi de proposer une véritable alternative. Mais ce qui intéresse nos auditeurs, c'est de savoir est-ce que oui ou non la promesse de pouvoir bloquer ce pourquoi ils ont voté pour vous. C'est-à-dire, est-ce que ce groupe aura la capacité de bloquer les politiques de la Commission européenne ? Aujourd'hui, ce qui est clair, c'est que ce groupe est en capacité de peser bien davantage qu'avant sur la politique qui est menée sur le plan européen, mais vous parliez du Conseil et puis de ses postes clés. Vous savez, tout se joue pas au Parlement européen, on pourrait dire à certains égards, malheureusement. Il y a aussi ce qui se joue du côté de la Commission, ce qui se joue du côté du Conseil, et le fait que nous ayons aujourd'hui, nous, des alliés qui dirigent un certain nombre de pays européens au titre de coalition, va aussi nous permettre de peser au-delà du Parlement européen, dans le Conseil, et puis sans doute, et ça c'est une nouveauté, demain aussi dans la Commission, parce qu'il se trouve, vous savez, qu'un commissaire sera notamment nommé par les Italiens. Et évidemment, notre allié Matteo Salvini, vice-président du Conseil et ministre de l'Intérieur italien, va aussi peser de tout son poids sur la désignation de ce commissaire. Il m'est avis qu'il ne sera pas exactement dans la même ambiance que les autres. Non, en position minoritaire cependant. Alors, la page des élections européennes est bel et bien tournée en France dans les différents états-majors politiques. Vous avez les yeux rivés, et c'est normal, vers les prochaines élections, les municipales. Dimanche dernier à La Rochelle, votre parti a présenté sa stratégie, si je la résume en une phrase, c'est présenter le maximum de listes dans un maximum de communes. Finalement, c'est une stratégie qui est à peu près la même que celle que vous aviez retenue lors des dernières municipales en 2014 et pourtant qui avait produit quelques déconvenues. La logique, quand on est un grand parti d'opposition amené à devenir un grand parti de gouvernement, c'est évidemment d'être présent le plus possible. Et cela dans chaque bataille électorale. Ce sera aussi le cas lors des élections départementales, des élections régionales qui suivront dans ce cycle d'élections territoriales. Bien sûr, des listes rassemblement, excusez-moi, j'entends. Bien sûr, des listes rassemblement nationales ou soutenues par le Rassemblement national seront présentes dans une majorité de villes françaises parce que nous avons vocation à faire élire des maires, bien sûr, à avoir des exécutifs locaux dirigés par le Rassemblement national, et là où ce sera malheureusement impossible, surtout pour les habitants, eh bien en tout cas à avoir des forces d'opposition consistantes qui défendront les intérêts des habitants dans ces communes. Excusez-moi Philippe Bardon, mais on se souvient du lendemain des municipales de 2014 où il y avait eu des déconvenues, il y avait des candidats qui étaient mal préparés, qui avaient fait notamment des dérapages, il y a eu aussi ce problème, les années suivant les municipales, près de 30% des conseillers municipaux élus ont démissionné. Excusez-moi, mais est-ce que vous êtes allé faire le décompte des conseillers municipaux
qui sont partis des autres mouvements. Parce qu'avec les migrations, en plus, qui ont lieu entre le Parti Socialiste et En Marche, entre désormais LR et En Marche, je pense que vous aurez des statistiques encore plus importantes. Bien sûr, c'est pas facile un mandat municipal, bien sûr. Parfois, dans l'opposition, c'est très difficile et on peut se retrouver. Et il y a un certain nombre de maires qui ont des pratiques assez peu démocratiques. Vous savez, Christian Estrosi, par exemple, a l'habitude à Nice de couper le micro quand on dépasse de quelques secondes son temps de parole, l'habitude de refuser des vœux ou des propositions qui sont faites par les groupes d'opposition au sein du Conseil. Et c'est des pratiques qu'on retrouve un peu partout. Alors, c'est pas facile, c'est vrai, un mandat municipal, mais aujourd'hui, nous sommes aussi un mouvement qui a encore grandi, qui est devenu, qui a poursuivi son implantation tout au long de la séquence électorale qui s'est achevée avec cette élection présidentielle et législative qui ont suivi, et qui aujourd'hui, dans cette nouvelle séquence électorale territoriale, les municipales, les départementales et les régionales, a vocation, je crois, à devenir le grand mouvement des terroirs et des territoires. C'est l'objectif que nous poursuivons dans ces élections municipales. Alors, une nouveauté cependant dans cette stratégie, Marine Le Pen l'a redit ce week-end et d'ailleurs hier soir chez nos confrères de BFM TV, elle veut tendre la main pour d'éventuelles alliances locales, notamment les eurodéputés Thierry Mariani et Jean-Paul Garot ont relancé leur association de la droite populaire pour jouer les satellites, attrape les Républicains. Une question quand même sur cette stratégie vis-à-vis des Républicains. Votre objectif, c'est de tuer LR pour mieux le supplanter ou c'est de s'allier avec ce qu'il en reste pour espérer gagner? D'un côté, vous présentez un maximum de listes et de l'autre, vous tendez la main. Les listes que nous présentons, ce sont, vous savez, on parle toujours du maire. Mais un maire, derrière lui, il a une équipe municipale. Et vous l'avez bien, on présente des listes, on ne présente pas juste des candidats. Et donc, ce sont des listes qui ont aussi vocation à accueillir des gens qui peuvent être issus de la société civile, c'est maintenant l'expression consacrée, ou pourquoi pas, venant d'autres formations politiques. Mais finalement, ce n'est pas si nouveau. On l'a fait lors d'élections précédentes. Vous le disiez, lors des élections européennes, nous avons accueilli sur notre liste Thierry Mariani, ancien ministre, Jean-Paul Garot, ancien député, qui sont tous deux été les cofondateurs de la droite populaire au sein de l'UMP et qui ne sont pas des adhérents stricto sensu du Rassemblement national. On l'avait fait aussi lors des élections régionales où nous avions accueilli sur notre liste en Provence-Alpes-Côte d'Azur, dans mon département des Alpes-Maritimes, Olivier Bettati, qui lui aussi venait de LR. Donc cette logique, excusez-moi Jean-Marie, cette logique d'ouverture, de rassemblement, elle est aujourd'hui au cœur de notre proposition politique. Oui, nous avons vocation à réunir au sein d'un grand pôle d'alternance tous les Français qui sont attachés, disons simplement, à la défense de l'identité et de la souveraineté de la France. Et bien sûr, des personnalités qui viennent de LR, des gaullistes sincères, des représentants de cette droite populaire, quelque part, comme l'a dit Louis Alliot, de cette droite courageuse, ont vocation, je crois aussi, à rejoindre ce grand pôle d'alternance, en commençant par ces élections municipales. Alors, c'est intéressant, puisque c'était il y a quelques jours, Marion Maréchal avait pris la parole et a pris position, elle, pour une union des droites, arguant que si le Rassemblement national était nécessaire, il n'était pas suffisant. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat? Parce que finalement, c'est un peu ce que vous voulez dire. Je ne crois pas que Marion utilise beaucoup ce terme d'union des droites qui est très en verve chez les journalistes, mais je ne crois pas me l'avoir entendu utiliser ce terme. Mais excusez-moi. On dit à peu près la même chose. C'est qu'effectivement, bien sûr, pour conquérir le pouvoir et surtout l'exercer, ce qui est notre objectif, il faut continuer à élargir, il faut continuer à rassembler. Alors après, vous êtes d'accord je pose des questions. Voilà. Le Rassemblement national est nécessaire, mais pas suffisant. En tout cas, le nombre d'électeurs que nous sommes aujourd'hui en capacité de réunir n'est pas suffisant. Et donc la logique veut que nous continuions à progresser parce que notre objectif est bien d'arriver au pouvoir dans ce pays qui en aurait bien besoin. Alors après, si on doit considérer que ce sont des individus qui doivent nous rejoindre ou qui doivent s'organiser, mais pourquoi pas à la manière de ce que sont en train de faire nos amis Mariani et Garot avec la droite populaire pour être ensuite arrimés encore une fois à ce grand pôle d'alternance, je dirais là on est dans l'ordre vraiment du petit accommodement. La réalité c'est que nous avons vocation à continuer, oui, à rassembler, à continuer, oui, à nous ouvrir, à continuer, oui, à élargir pour pouvoir incarner cette véritable alternative sur le fond
et alternance électorale au système alternance Macron. électorale, donc vous êtes déclaré cette semaine dans Nice Matin candidat à la mairie de Nice, probablement contre Christian Estrosi. C'est un Pour choix battre Christian Estrosi. Pour battre Christian Estrosi. Non, parce qu'en fait, c'est un choix. Enfin, c'est vrai que ça apparaît comme un choix ambitieux, parce que si vous enregistrez, votre formation enregistre de très bons scores dans les communes périphériques de Nice, la ville de Nice s'est quand même largement gentrifiée ces dernières années, et elle a une sociologie très éloignée de votre électorat. Je pense que vous avez dû suivre le résultat des élections européennes à Nice. Alors, une élection européenne n'est pas une élection municipale, je devance ce que vous alliez me dire. Mais pour autant, je crois qu'elle témoigne aussi d'une dynamique. Et aux élections européennes, le Rassemblement national est arrivé largement en tête à Nice, avec 28%, largement devant la liste En Marche, qui était à 21%, alors, et très largement Pourquoi devant vous la posez- liste LR, qui est, elle, arrivée à 11%. Nous étions donc 17 points devant la liste LR, Alors, pourtant soutenue à la fois par Christian Estrosi et par Éric Ciotti. Je repose ma question. Pourquoi vous présentez dans une ville dont vous n'avez aucune chance de remporter la magistrature suprême, alors que vous auriez Je pu suis pas vous exactement présenter... d'accord avec vous, ça vous échappera pas. Oui, alors que vous auriez pu vous présenter dans des villes périphériques où votre formation politique est en force, en dynamique. Écoutez, Charles, je dirais simplement parce que je suis niçois. Et vous voyez, moi, ça fait plus de 10 ans que je suis en première ligne pour affronter Christian Estrosi et sa vision de la ville, qui est une vision à mes yeux nuisible, néfaste à notre cité et à ses habitants. Et je crois que personne, peut-être pas même vous, aurait compris que je déserte cette bataille-là. Je veux me battre pour retrouver Nice et donc pour battre Christian Estrosi. Alors, dans cette interview à Nice Matin, vous accusez notamment en creux le maire de compromission avec l'islamisme. C'est des accusations extrêmement graves, qui plus est dans une ville qui a été endeuillée par le terrorisme. Oui, bah, ce sont évidemment des accusations graves, mais elles sont étayées. J'avais même consacré un ouvrage au sujet, et puis j'ai eu l'occasion notamment de faire condamner en 2013 devant le tribunal administratif la municipalité Estrosi pour le loyer sous-évalué d'une mosquée radicale qui avait été, ce sont les termes du tribunal administratif, considérée comme une subvention déguisée. Ce sont encore les termes du tribunal administratif, comme une atteinte grave au principe de laïcité. Oui, il y a à Nice des mosquées radicales liées à l'UOIF, c'est-à-dire aux frères musulmans islamistes, qui sont hébergés dans des locaux municipaux. Oui, le conseil municipal de Nice a accordé une subvention à l'association de jeunesse de l'UOIF. Oui, un certain nombre de responsables politiques niçois font preuve de complaisance et parfois même de compromission en allant se promener dans ces mosquées radicales qui ont quasiment toutes déjà accueilli, par exemple, quelqu'un d'aussi sympathique qu'Annie Ramadan. Eh bien oui, je peux vous assurer que lorsque je serai maire de Nice, ces compromissions cesseront et il n'y aura plus une seule mosquée radicale qui sera hébergée dans des locaux municipaux. Ça, c'est une certitude. Philippe Bardon, merci beaucoup pour vos réponses. C'est l'heure de vos questions, chers internautes, qui seront posées par Jérémy Pontieux. Bonjour Jérémy. Bonjour Charles, bonjour Monsieur Bardon. Bonjour. Alors je commence avec une critique qui revient dans les commentaires de ce direct. Des gens se demandent si vous êtes passé à l'extrême droite. Ils nous disent par opportunisme, c'est Samy sur Facebook qui nous dit ça. Et ça Si rejoint passé, excusez-moi, à l'extrême droite par opportunisme. Et ça rejoint peut-être une autre question qui est celle de savoir si vous pouvez librement peut-être assumer peut-être ce que vous aviez fait avant. Mais alors, avec déjà, Génération je vous arrête de suite. Moi, je considère que le terme d'extrême droite, il est utilisé pour disqualifier les gens et pas pour les qualifier. Et je m'y reconnais pas une seconde. Et je ne crois pas que ça définisse notre mouvement et encore, et sans doute pas du tout non plus, nos électeurs. Alors, je ne comprends pas exactement votre question plus précisément. Pour la reformuler, ces internautes vous posent la question, est-ce que c'est par opportunisme que vous êtes entré au Rassemblement national suite à vos engagements suite aux engagements passés, vous avez été notamment, il faut le rappeler pour nos internautes, co-fondateur du Bloc identitaire. Oui, mais vous savez, il s'agit d'un parcours. Je ne crois pas qu'on puisse, quand on regarde mes engagements, imaginer une seconde que je fasse preuve du moindre opportunisme. Je ne crois pas que ça me définisse très bien. En revanche, oui, il s'agit d'un parcours personnel, d'un parcours politique. Et bien sûr, moi j'assume parfaitement de ne plus être le même homme pour commencer. Et puis, peut-être plus le même responsable politique aussi, aujourd'hui à presque 39 ans, que je l'étais à 25 ans ou à 15 ans, quand j'ai démarré mon engagement. Donc oui, il y a un parcours, il y a des évolutions. Est-ce que je referai tout à l'identique? Sans doute pas, bien sûr. Est-ce que pour autant j'ai à rougir de tout? Non plus. Moi, j'ai pas à rougir de très tôt m'être levé face à ceux, on en parlait il y a un instant, qui se compromettent avec les islamistes, de m'être levé très tôt face aux islamistes radicaux qui gangrènent aujourd'hui ma ville. Vous l'avez dit, une ville où 86 personnes ont été tuées par un terroriste islamiste, une ville aussi qui a été l'un des principaux ports de départ vers le djihad en Irak et en Syrie. Eh bien, je crois qu'on connaît effectivement mes combats, parfois mes colères, et j'ai pas à rougir de cela.
Sur Figaro Live, donc sur le Figaro.fr, élargir et rassembler tous les partis veulent la même chose, nous dit Philippe. Est-ce que c'est vraiment la bonne stratégie ? Je crois qu'en tout cas, élargir et rassembler son électorat, c'est la seule possibilité pour gagner de manière évidente. Mais il faut savoir autour de quoi on élargit. Est-ce que comme toute une partie aujourd'hui de LR, dont on voit un espèce de sauve qui peut, on va se vendre comme ça vers En Marche pour essayer de sauver sa place? C'est vrai à Marseille, c'est vrai à Paris. Ça sera peut-être vrai demain à Nice avec Christian Estrosi. Ou est-ce qu'on rassemble autour d'un projet clair, autour de convictions, autour d'une vision de la société? C'est ça la question centrale. Nous voulons rassembler autour d'une vision de la France, d'une vision de l'Europe et peut-être même d'une vision du monde. Le thème fédérateur pour une majorité de Français, c'est l'immigration. C'est, crois savoir, Didier 25. Est-ce que vous partagez cet avis ? Il est certain que l'immigration aujourd'hui revient dans toutes les enquêtes d'opinion en tête des préoccupations des Français qui sentent quelque part petit à petit leur pays un peu leur échapper et qui se sentent devenir étrangers dans leur propre pays ou en tout cas dans des pans entiers de celui-ci. Mais c'est vrai que c'est un sujet qu'on a essayé d'évacuer des élections européennes. C'est un sujet qui a été totalement évacué du fameux grand débat dont on aimerait bien avoir des nouvelles. D'ailleurs, on ne sait pas où on en est du grand débat. Le discours de politique générale du Premier ministre, Oui, qui en a longuement parlé. On parle d'états généraux là, en septembre sur l'immigration. Et il a avancé une... Il faut peut-être arrêter les assises, les états généraux et pour enfin prendre des décisions fortes, puisqu'on a vu Monsieur Castaner essayer comme ça un peu d'aiguiller, sans doute parce que lui aussi il s'est regardé les enquêtes d'opinion en parlant de quotas, mais les gens qui en parlent sont déjà les gens qui en parlent. Les gens qui en parlent. Non, je ne crois pas, parce que déjà les Français ne veulent pas des quotas d'immigration, c'est-à-dire on va voter quoi pour beaucoup, vraiment beaucoup, encore plus, parce que c'est ça la politique qui est aujourd'hui mise en place par ce gouvernement. Ce gouvernement nous parle de quotas. Ils sont aux affaires. Ils pourraient décider de réduire l'immigration. Or, tous les records d'immigration ont été battus l'an passé. On a eu 400 000 entrées, c'est plus que l'ensemble des habitants de la ville de Nice. 400 000 entrées légales. Je ne parle même pas de l'immigration clandestine, l'an passé. Or, ce gouvernement pourrait déjà agir. Et puis, dans l'histoire des quotas, il y a quand même un problème qui est celui de la représentativité. Parce qu'aller discuter des quotas d'immigration devant ce Parlement qui ne représente pas, et loin s'en faut, ce que pensent les Français sur le sujet de l'immigration, ça me semble assez compliqué. Donc ce qu'il faut aujourd'hui, c'est stopper cette immigration massive et incontrôlée, et donc retrouver des frontières nationales, parce que là aussi, voter des quotas alors qu'on ne maîtrise même pas qui peut rentrer, ça semble largement insuffisant et assez compliqué. Vous vous êtes opposé à la proposition d'Éric Ciotti qui souhaite mettre fin, lui, à l'anonymat sur les réseaux sociaux. Alors peut-être la question c'est pourquoi cela des internautes et qu'est-ce que vous proposeriez pour il faut évidemment, mais je trouve la proposition d'Éric Ciotti honnêtement très démagogique et ça prouve une méconnaissance parfaite de ce qu'est aujourd'hui la vie du web, la vie des réseaux sociaux. On voit que comme à chaque fois, on veut, pour combattre un certain nombre d'abus, restreindre les libertés de tous. J'ai eu, moi, quand effectivement je me suis opposé à cette réflexion d'Éric Ciotti, quelqu'un qui m'a immédiatement commenté en me disant merci Monsieur Vardon, parce que moi il se trouve que je suis cadre dans la fonction publique, que je partage vos idées, que je les relaie sur les réseaux sociaux, et que ça serait un petit peu plus compliqué pour moi si je devais le faire évidemment en affichant en permanence mon nom. Est-ce qu'on veut comme ça restreindre la parole là où il y a des abus, là où il y a des expressions haineuses, du harcèlement? Alors il faut que ce soit combattu bien sûr, mais de là à s'imaginer restreindre l'ensemble des libertés et faire de cette agora quelque part un espace où la règle serait davantage la désignation de l'un ou de l'autre, la délation, que cette forme de liberté qui est aussi plaisante. Enfin, je pense que vous comme moi, on suit tous aussi des comptes parodiques qui nous font marrer, etc. Et donc, il faudrait que ces comptes désormais soient celui de monsieur Jean-Robert Durand. Ben non, je crois qu'il faut savoir un petit peu raison garder face à tout ça. Et Éric Ciotti, là, à mon avis, a manqué une occasion de laisser son micro fermé. Sur le Figaro, Philippe se demande si vous êtes favorable à une modification du droit du sol. Je crois qu'en tout cas, il faut en finir très nettement avec le droit du sol automatique qui fait qu'aujourd'hui, on a cette acquisition de la nationalité sans même faire le moindre effort. Et puis, il faudrait aussi être vigilant sur ceux qui naissent aujourd'hui et donc qui dans 18 ans, obtiendront la nationalité française. Je vais vous prendre un exemple. Il est marquant, il est frappant. Mohamed Merah n'est pas né français. Il a acquis la nationalité au titre du droit du sol. Et de mémoire, il me semble qu'il avait commis 13 délits et crimes avant d'obtenir la nationalité française à 18 ans. Je pose la question assez simplement, est-ce que la France n'aurait pas pu se passer de lui? Je le crois.
Si vous êtes maire de Nice, peut-être la dernière question, conserverez-vous l'axe sécuritaire et peut-être notamment cette question des caméras de sécurité, de la reconnaissance faciale? Partout dans la Oui, ville. on est la ville la plus vidéosurveillée, mais on est aussi une des villes qui bat les records d'insécurité, où on voit aujourd'hui, à chaque fois qu'on nous venait ce matin, désormais des attaques au couteau. Ce matin encore, j'ai ouvert mon journal, et là c'est carrément un duel au couteau dans le quartier Saint-Roch, un quartier qui m'est cher à Nice. Alors les caméras ne peuvent pas tout, et moi je suis favorable à ce qu'on sorte un peu de cette logique qui est celle de Christian Estrosi du tout technologie. On voit, c'est un peu Minority Report désormais, la reconnaissance faciale, etc. Et je crois que ce qui est à même de ramener la sécurité dans nos quartiers, dans tous les quartiers de Nice, c'est au contraire une présence humaine, des commissariats de police de quartier, de l'îlotage, des patrouilles à pied, parce que ça empêche réellement la commission des crimes. Et puis il y a une vraie dérive à Nice, c'est que ces caméras de vidéosurveillance ont été utilisées pour la vidéo-verbalisation. Et aujourd'hui, je pense qu'elles sont davantage utilisées pour mettre une amende à quelqu'un qui est garé en double fil, ce qu'il faut bien le reconnaître, à Nice c'est un petit peu culturel, plutôt que pour élucider des délits et des crimes. Et des statistiques assez simples, ce sont celles de la police municipale de Nice. L'année dernière, chaque caméra a conduit à moins d'une arrestation. Je crois que c'est 0,8 arrestations par caméra. C'est pas extrêmement positif comme chiffre. Les caméras, c'est un complément. Il faut s'appuyer dessus, bien sûr. C'est un bonus, mais ce qu'il faut, c'est de la présence humaine. Et là, je crois que la politique sécuritaire de la ville de Nice, menée par Christian Estrosi, pêche largement. Merci beaucoup Philippe Bardon pour vos réponses. Merci beaucoup Jérémy et merci beaucoup à vous, chers internautes, d'être fidèles au Talk Le Figaro. On vous donne rendez-vous pour demain pour un nouveau numéro.